Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette réunion d'information pour la formation DevOps, administrateur des systèmes DevOps. Donc, euh, cette réunion va être présentée par moi-même, Alain Fournier, responsable pédagogique et formateur, et monsieur Ghislain Fezouenzali, gérant et formateur. euh, chez Bout de Formation. Donc Bout de Formation est aussi un organisme d'examen de certification pour les titres RNCP, c'est-à-dire que les examens se passeront dans nos locaux à Issy-les-Moulineaux, dans la région parisienne. Donc qui sommes-nous? Donc Bout de Formation, nous sommes un centre de formation qui existe depuis 2018. Avant la création du centre, nous avons tous travaillé en entreprise et on collaborait déjà avec d'autres centres de formation. Fort de ces expériences, on a voulu avoir un cursus de formation plus adapté aux besoins actuels du marché et des demandeurs de formation. Notre spécialité, c'est la formation informatique, mais nous avons tout un catalogue sur l'informatique et sur d'autres formations. Pourquoi cette présentation? C'est pour vous présenter tout notre cursus pédagogique, comment on met en place nos formations, qu'est-ce qui intervient dans nos formations, le planning, comment va se dérouler la formation, l'examen, etc. En gros, vraiment à quoi vous attendre si vous vous inscrivez chez Bout de Formation. Notre équipe, donc Alain Fournier, responsable pédagogique et formateur, donc moi-même, et nous avons Monsieur Ghislain Nzali, gérant et formateur. Donc Ghislain, je te laisse la parole. Oui, je vais intervenir un peu plus loin, là. D'accord, très bien. Alors, nous avons aussi Keshne Bantoa, qui vous avez déjà eu contact soit par mail, soit par téléphone, qui est notre responsable administratif et commercial, et aussi notre référente handicap. Bien sûr, on a aussi toute une équipe de formateurs avec nous. Keshne, je te laisse la parole si tu peux te présenter. Oui, bonjour à tous. Je me présente, Madame Bantoa Keshni, responsable administrative et commerciale. Pour certains, on a déjà échangé par mail ou par téléphone. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à revenir vers moi pour faire le point au niveau administratif et financier pour la session de juillet. Voilà. Très bien, merci Keshne. Donc, le plan de présentation. Bonjour. Oui. Plan de présentation de cette réunion d'information. Donc, on va parler de la classe virtuelle puisque nos formations se font essentiellement en distanciel. On en fait aussi quelques-unes en présentiel, mais principalement en distanciel, donc c'est-à-dire à travers des classes virtuelles, donc le Zoom comme lequel on est actuellement. Je vais parler aussi de la formation DevOps, le déroulé de la formation, du règlement intérieur, des process, et à la fin, je vous laisserai la possibilité de poser vos questions afin qu'on puisse répondre à vos interrogations pour que vous puissiez rentrer en formation en toute sécurité et en ayant vraiment toutes les bonnes informations avant de vous inscrire. Donc la classe virtuelle. La classe virtuelle, bah, c'est le Zoom comme on est actuellement. Elle comporte différents avantages. Vous pouvez effectivement, contrairement à une classe en présentiel, vous installer confortablement chez vous, prendre le fauteuil que vous voulez, avoir une chaise de bureau plus confortable qu'une chaise de classe éventuellement. Ça vous permet aussi d'éviter tous les problèmes de transport, les embouteillages, les grèves, etc. Que ce soit le matin ou le soir. Donc, ce qui fait que vous gagnez dans votre journée beaucoup de temps puisque vous ne perdez pas de temps dans tous ces transports dans votre journée. L'inconvénient, c'est le risque de perte de concentration, surtout quand on a des enfants, les périodes scolaires, le mercredi, qui peut effectivement naviguer autour de nous et nous faire perdre un petit peu la concentration. C'est un des principaux inconvénients de la classe virtuelle. C'est pour ça qu'il faut rester concentré comme si vous étiez au travail. À l'heure actuelle, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent aussi en visioconférence. Quand vous êtes en formation, c'est comme si vous étiez en entreprise. Dans la classe virtuelle, on va éviter tout ce qui est bruit parasite, les bruits de télé derrière, la musique, etc. C'est pour ça que
Si vous n'avez pas à parler, il faut couper les micros pour éviter que les bruits parasites viennent gêner la salle et lever la main quand vous avez une question au formateur qui vous donnera la parole et à ce moment-là, vous pourrez ouvrir votre micro et vous exprimer. Les moyens pédagogiques. Donc, vu qu'on est en classe virtuelle, on va utiliser le Zoom comme on est là. Donc, le gros avantage de Zoom, c'est que ça va nous permettre de pouvoir partager les écrans, d'échanger des documents, dialoguer, parler. Et surtout, le partage d'écran est un très gros avantage puisque si jamais il y a un bug sur une machine pour le formateur, quand il va vous débugger, eh ben, tout le monde va pouvoir profiter de ce bug parce que vous n'êtes peut-être pas la seule personne à rencontrer ce bug. Donc, ça va aider d'autres aussi à résoudre des problèmes. Ce qu'on ne peut pas faire dans une classe en présentiel, puisque dans une classe en présentiel, on a un rétroprojecteur qui est souvent branché à un ordinateur et on ne peut pas le brancher à tous les ordinateurs pour pouvoir le montrer à tout le monde le bug. Donc c'est pour ça que effectivement le formateur en classe présentielle va être obligé de passer derrière chacun et souvent des fois pour le même bug. L'avantage de la classe virtuelle, c'est qu'effectivement vous pouvez profiter de ça. Donc vous allez tout au long de votre formation créer des serveurs, des clusters, des machines Windows, Linux. Donc pour faire tout ça, vu que vous n'allez pas avoir chez vous tout un tas de serveurs, tout un tas d'ordinateurs pour pouvoir les faire communiquer, eh ben on va utiliser un logiciel qui s'appelle Workstation qui va vous permettre de créer des machines virtuelles qui sont exactement comme des vraies machines. Donc tout ce que vous faites sur une machine virtuelle, c'est comme si vous le faisiez sur un vrai ordinateur, il n'y a rien qui change, c'est exactement la même chose, mais ça va nous permettre de faire cohabiter des systèmes d'exploitation différents, que ce soit du Linux, du Windows, et de pouvoir les faire dialoguer ensemble, que ce soit un serveur ou des machines clientes. On va pouvoir faire aussi des clusters Kubernetes, on va pouvoir faire des Docker, toutes ces choses-là. Et ça nous permet, en étant en machine virtuelle, tout ce qu'on fait sur la machine virtuelle reste sur la machine virtuelle. Donc l'avantage de ces machines virtuelles, eh ben, c'est qu'effectivement, si vous faites une bêtise, si ça casse la machine virtuelle, ce n'est pas grave, ça n'a aucun impact sur votre machine physique, puisque tout ce que vous allez faire sera dans ce logiciel en machine virtuelle. Bien sûr, DevOps, il y a aussi une petite partie réseau qu'il faut quand même connaître. Donc, il y aura aussi le logiciel Cisco Packet Tracer qui va nous permettre de pouvoir faire communiquer des éléments ensemble avec des câbles de façon virtuelle. Mais c'est comme dans la vraie vie, les configurations, la sécurisation est comme dans la vraie vie. Et vous aurez bien sûr des supports de cours qui vont vous expliquer la théorie et la pratique. Et forcément, le formateur sera là aussi pour vous expliquer la théorie et pour vous dépanner pendant votre pratique si jamais vous rencontrez des difficultés. Bien sûr, c'est à vous de d'abord faire pour essayer de faire les choses, de les comprendre en pratiquant et on apprend de nos erreurs. Donc ne vous inquiétez pas, si tout ne marche pas du premier coup, c'est pas grave et c'est tant mieux parce qu'on apprend plus de ces erreurs que de la réussite, tout simplement. Donc la formation DevOps, administrateur système DevOps. Donc, le titre de la formation c'est ASD, administrateur système DevOps. Le plus souvent on dit DevOps, qui est inscrite au RNCP et qui est une formation de niveau 6, de niveau Bac+3. Donc cette formation, pour la valider, pour avoir le diplôme, il y a un référentiel. Dans ce référentiel, c'est réparti, cette formation elle est répartie en 3 blocs qui chacune contient des compétences. Donc vous allez, pour l'examen, devoir maîtriser toutes les compétences qu'il y a ici. Alors, au moins les connaître, les maîtriser. Vous n'attendez pas non plus à avoir une maîtrise comme quelqu'un qui a 10 ans d'expérience DevOps. Vous resterez quand même des juniors. Dans le premier bloc qu'on appelle aussi un CCP, aux premières activités type, vous allez apprendre à automatiser le déploiement d'une infrastructure dans le cloud. Donc là, vous allez automatiser la création de serveurs à l'aide de scripts. Donc vous allez faire beaucoup de code, DevOps. Automatiser le déploiement d'une infrastructure, la sécuriser et mettre en production dans le cloud. Donc là, vous allez avoir les notions comme
Kubernetes, comme Docker, comme les playbooks, Ansible, Chef, Puppet, toutes ces notions-là. Déployer en continu une application. Donc vous allez apprendre à préparer un environnement de test. Donc, comment gérer toute la partie pardon, de test, donc avec les concepts d'intégration continue, la livraison continue, la planification et la conception de l'environnement de test, l'analyse des exigences du projet, les différents types de tests, que ce soit les tests unitaires, les tests de performance, tests de sécurité, tests d'intégration, pardon. Et vous verrez aussi les concepts de tests scalables et flexibles, avec aussi la gestion des données de test et la création de jeux de données représentatifs. Gérer le stockage des données, donc bien sûr, vu que vous allez faire principalement des applicatifs ou des serveurs, il va y avoir une notion de stockage de database, donc de base de données, et stockage des données. Donc il va y avoir toute cette partie de gestion, les enjeux de la partie scalable. Donc scalable, ça veut dire qu'on peut reproduire la méthodologie de planification. Euh, donc vous allez avoir aussi les solutions de stockage, les facteurs de décision, etc. Vous allez aussi apprendre à gérer les conteneurs. Donc là, sur les conteneurs, le plus souvent, ce qui est le plus connu, c'est Docker. Vous allez voir Docker avec tous ses composants, que ça va être Dockerfile, Docker Compose, les volumes Docker, les clusters Kubernetes, tout simplement, les différentes mises en réseau, la sécurisation des Docker, la sécurisation. Et vous allez aussi apprendre à automatiser la mise en production d'une application avec une plateforme. Là, ici, vous allez voir la différence vraiment entre un conteneur et une machine virtuelle, les avantages de Docker, Kubernetes qui va permettre l'orchestration des conteneurs pour automatiser le déploiement et le redémarrage en cas d'arrêt d'un conteneur, comment le redémarrer, toute l'architecture avec les nœuds, le maître Docker, les pods, le déploiement. Vous allez voir tout ça avec les kubectl, l'orchestration avancée. Vous allez voir toutes ces choses-là, le autoscaling, Helms. Hop là, pardon. Et sur la dernière partie, il va falloir, tous ces services, une fois que vous allez les avoir faits, il va falloir les superviser, donc les surveiller. Et là, vous allez définir et mettre en place des statistiques de service. Donc ça, c'est une des compétences qu'il va falloir aussi maîtriser, hein. Donc connaître les différentes métriques, le rôle, le choix des outils de collecte, des statistiques. Vous allez aussi exploiter une solution de supervision. Donc ça peut être du Grafana, Kibana, Prometheus, Zabbix, par exemple, Nagios, et collecter les logs, création des tableaux de bord, configuration de ces outils de supervision. Et en dernier lieu, il va falloir aussi savoir échanger sur un réseau professionnel, éventuellement en anglais. Et le éventuellement, c'est, je dirais, plutôt principalement en anglais, puisque la langue de l'informatique, hein, c'est l'anglais. Donc il va falloir avoir ces principes de réseaux sociaux, comme par exemple GitHub, Reddit, voilà, développer sa présence en ligne, ouais, et apprendre à créer des contenus et pouvoir contribuer à des communautés open source sur GitHub ou créer et gérer des repositories sur GitHub, par exemple. Donc, le DevOps, dans quel secteur il peut travailler? Un peu dans toutes les entreprises. Actuellement, c'est un petit peu le métier qui se développe, qui est de plus en plus demandé. Mais pas que, hein, il n'y a pas que lui. Donc, vous pouvez travailler sur des éditeurs de logiciels, sur des ESN qui sont spécialisés dans les prestations cloud, les DSI qui possèdent un service de développement informatique ou des ESN, des entreprises de services numériques. Donc, en titre d'emploi, vous pouvez trouver technicien d'exploitation, ingénieur DevOps, SysOps DevOps,
ingénieur système DevOps, ingénieur cloud, développeur cloud. C'est à peu près tous les mêmes métiers, sauf que malheureusement, le service des ressources humaines ne connaissent pas très bien nos métiers. Et je dirais même que les entreprises, ils ont des besoins sans connaître spécifiquement le nom du métier qui est appliqué. Donc, c'est plus des compétences qu'ils cherchent. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver différents noms sur des offres d'emploi, par exemple. Donc, le salaire moyen se situe entre 2500 et 4000 euros brut mensuels. Cela va dépendre d'une part, cette fourchette, cet écart de prix de votre expérience, si vous êtes junior ou senior, c'est-à-dire débutant ou DevOps confirmé, et aussi du lieu géographique, puisqu'il y a des régions où il y a beaucoup d'écoles, donc il y a beaucoup de candidats sur le marché, donc il y a très peu d'offres, mais beaucoup de demandeurs d'emploi. Et à l'inverse, il y a des régions où il y a très peu d'écoles ou très peu de personnes, mais par contre, il y a des industries qui ont besoin de DevOps, hein. Il y a des entreprises qui ont besoin de DevOps, mais par contre, il y a très peu de candidats et il y a beaucoup d'offres. Donc là, effectivement, vous pourrez négocier votre salaire beaucoup plus. Donc le type de profil, il va falloir être quand même autonome puisqu'on vous demande quand même de développer des applications. Il ne va pas falloir que vous soyez toujours à demander comment on fait ça ou ça ou ça. Là, vous allez être normalement encastré, donc dialoguer avec les développeurs aussi, avec la partie système. Il va falloir être curieux, astucieux, avoir le sens de la discrétion, puisque vous allez être dans un domaine où vous allez développer des applications. Il y a une partie sécurité, il y a une partie R&D, développement, qui est assez secret, donc c'est les données sensibles de l'entreprise, et il y a les données personnelles à gérer aussi dans le développement de vos applications. Donc il faudra bien sûr faire attention à tout ce qui est RGPD, bien sûr, les réglementations de protection des données personnelles. Les prérequis d'admission à cette formation, donc une utilisation courante de l'ordinateur et d'Internet. Il va falloir une bonne culture générale, avoir une bonne motivation. Donc nous, on est un centre de formation assez atypique. On propose la formation avec 3 mois de formation, 2 mois de stage. Donc en 5 mois, vous passez l'examen. Là où d'autres centres vont le proposer en 7 mois, 1 an, 2 ans. Voilà. Donc c'est bien d'avoir aussi des notions en informatique, que ce soit Windows, Linux ou Internet. Vu qu'on est sur un diplôme de niveau Bac plus 3, donc niveau 6, il faut falloir être titulaire d'un Bac plus 2. Donc, un Bac plus 2 ou équivalent. Donc Bac plus 2 ou niveau 5, un diplôme. Avoir bien sûr conscience de la nécessité de sécuriser, ça fait partie quand même de votre métier aussi. Pour la formation, il va falloir un ordinateur. Donc cet ordinateur en configuration minimum, il faudrait un processeur pour Intel, du Intel i5 8e ou 9e génération minimum afin de pouvoir virtualiser. En AMD, Ryzen 5 et les gammes supérieures fonctionneront très bien. Pour la mémoire, 16 Go de RAM, ça serait la moyenne. Si vous pouvez avoir 32, c'est encore mieux. Ça serait l'idéal, 32 Go de RAM. Et en stockage, pour stocker toutes les machines virtuelles, tous vos projets, vos TP, etc., il est conseillé d'avoir un disque dur de 1 Tera. Donc ça peut être un disque dur externe, ça fonctionne très très bien. Vous pouvez travailler sur un PC portable ou sur un PC fixe, il n'y a aucune différence. Il n'y a pas besoin d'avoir des cartes graphiques de gamer, hein. Ça, c'est pas utile. Bon, ça peut aider pour les calculs, mais c'est pas le plus utile. On n'est pas en train de concevoir du jeu vidéo. On ne fait pas d'imagerie, etc. Mais il faut quand même un petit peu de puissance pour pouvoir faire tourner une machine virtuelle. Bien sûr, vu que vous allez être à distance, eh ben, il va falloir une connexion Internet haut débit. Donc actuellement, quasiment tout le monde est à la fibre. Mais il vous faut quand même une bonne connexion pour pouvoir avoir Zoom, pour pouvoir télécharger des ISO, etc., pour pouvoir communiquer sur Internet euh, de façon assez fluide. Et pour éviter les lags qu'on converse ici actuellement. Idéalement, il faudrait aussi une pièce pour vous isoler. C'est quand même beaucoup mieux pour pouvoir travailler que si vous êtes au milieu de la cuisine, quand tout le monde est en train de préparer le repas, les enfants qui courent, etc. C'est mieux d'avoir une pièce
si vous pouvez, pour s'isoler. Donc le déroulé de la formation. Donc la formation, comme je vous ai dit, elle se déroule sur 3 mois et il y a 2 mois de stage. Donc là ici, sur ces 3 mois, alors la prochaine session commence le 1er juillet et toutes les semaines, vous allez faire 35 heures de formation de 9h à 17h avec une heure de pause déjeuner du lundi au vendredi, ce qui fait 35 heures. Vous allez être présent en classe virtuelle et avec un formateur qui sera là aussi sur tout ce créneau-là et qui va vous accompagner, qui va vous expliquer les parties théoriques des cours, qui va vous faire des démonstrations de la pratique avant que vous le fassiez et qui viendra vous débugger tout au long de vos difficultés. Donc la prochaine session commence le 1er juillet, elle se finit le 8 octobre. Donc, vous voyez, 3 mois. Pourquoi un petit peu de décalage? C'est parce qu'il y a les jours fériés aussi. Et derrière, vous allez partir en stage en entreprise. Donc il faut trouver un stage en entreprise. Et ce stage va aller jusqu'à début décembre. Pendant ce stage, vous allez devoir réaliser un dossier professionnel, c'est-à-dire un genre de rapport de stage, de votre stage. Et en plus, vous allez devoir préparer un projet qui, lui, sera présenté au jury lors de l'examen. Mais ça, je vais y venir après sur les explications. Avant de votre examen, on va faire une semaine de révision où le formateur vous posera des questions, va voir aussi, vous leur présenterez ce que vous allez présenter la semaine suivante au jury. Et donc votre projet, tous vos documents pour être sûr que tout le monde est bien préparé, tout le monde a bien tout en tête et il joue le rôle un peu d'un jury. Et toute la salle va pouvoir en profiter et dire un petit peu les derniers correctifs éventuels à apporter sur votre projet. Que ce soit des petites annotations, des choses comme ça. Ensuite, vous avez l'examen. Donc l'examen sera prévu en décembre du 15 au 19. Alors ça ne va pas durer toute la semaine, je vous rassure. En vérité, vous allez avoir une épreuve écrite qui dure, je l'expliquerai après. Et vous aurez en vérité soit sur une journée, soit sur 2 journées. En vérité, l'épreuve écrite, elle dure, je crois, 30 minutes ou 40 minutes. Donc c'est tout. Et après, vous allez passer quasiment 2 heures devant le jury. Alors, il est possible de faire cette formation en e-learning. C'est un petit peu plus complexe. Il faut vraiment avoir de bonnes connaissances déjà, puisque là, sur le e-learning, vous n'aurez pas un formateur avec vous, puisque nos formateurs ne peuvent pas faire de 9h à minuit. Et quand vous êtes en e-learning, généralement, c'est quand les gens travaillent et après, ils se forment le soir. Sur le soir, effectivement, il faut être beaucoup plus motivé. On a la journée de travail et le rythme. On a des fois l'impression que c'est beaucoup plus dur, que c'est trop rapide. C'est tout à fait normal puisque en e-learning, vous n'avez pas obligatoirement 35 heures plein pour vous former. Donc c'est pour ça que vous êtes un petit peu plus sollicité et ça demande beaucoup, beaucoup plus de travail. Alors bien sûr, hein, dans la journée de formation, il y a les 7 heures de présence avec le formateur, mais derrière, il va falloir aussi prendre vos notes, réviser, commencer à préparer votre projet. Il va falloir avancer, travailler. Ça reste quand même un format assez intense, qui n'est pas infaisable. Vous n'êtes pas les premiers, vous ne serez pas les derniers à faire ce cursus, je vous rassure. Les personnes réussissent, ont leur examen. Mais par contre, il faut du travail. Le formateur ne va pas tout faire. C'est un travail d'équipe. Donc, c'est aussi bien le candidat, l'apprenant, que le formateur qui font le travail. S'il n'y a que le formateur qui travaille, c'est pas lui qui passe le diplôme. Lui, il l'a déjà. Donc, n'oubliez pas, c'est vous qui, euh, qui passez l'examen. Donc, c'est votre travail qui sera récompensé par un diplôme. Justement, l'examen, alors le déroulé. Donc là, oui, c'est ça. Donc, vous avez un questionnaire pendant 30 minutes. Voilà, pendant 30 minutes. Donc ça sera un document technique qui sera en anglais et vous allez répondre à des questions en anglais uniquement. Donc ça dure que 30 minutes, donc vous aurez un ordinateur avec ce document et vous aurez une feuille de réponse ou Word et vous répondrez à ces questions. Derrière, vous allez
pendant 45 minutes. Il y a 15 minutes où le jury va prendre connaissance de votre dossier, votre projet, pardon, et de votre dossier professionnel. Et vous, pendant 30 minutes, vous allez présenter avec un support, un diaporama, genre PowerPoint, présenter votre projet professionnel. La jury n'interviendra pas le temps de votre présentation. À l'issue de la fin de votre présentation, donc ça dure 30 minutes, hein, pas plus, hein, c'est 30 minutes. À la fin de vos 30 minutes, il va, du coup, le jury vous poser des questions sur votre projet professionnel que vous avez présenté pour savoir, pour connaître votre compréhension du contexte, pour vraiment connaître vos acquis, il va vous poser des questions techniques, etc. Et il y aura bien sûr 20 minutes d'un échange, un entretien final où le jury va vous poser éventuellement des questions sur le dossier professionnel, sur votre parcours, tout ça. Donc voilà, donc effectivement, tout pourrait se passer sur une seule et même journée. Nous, on prévoit une semaine parce que suivant le nombre de candidats, le jury ne peut pas prendre plus de 3 candidats par jour. C'est la loi, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que tous, vous passerez l'écrit normalement le lundi matin pendant une demi-heure. Et après, le passage devant le jury sera soit le même jour, soit le lendemain, soit le surlendemain. Ça va dépendre du nombre de candidats, tout simplement. À la fin, le jury, donc c'est pas des notes, hein, c'est vraiment une appréciation. Le jury, avec tous les éléments qu'il a, il va vérifier que vous cochez toutes les cases, donc que vous avez bien toutes les compétences pour pouvoir être employable en tant que DevOps. Donc il va remplir un PV, un procès verbal, dans lequel il va cocher réussite, réussite partielle, donc voilà, sur le nombre de CCP qui est de 3 dans cette formation, pardon, qui est de 3, bah, soit vous les validez tous, le jury vous les valide tous et là vous avez votre diplôme, soit il vous en valide que 2, soit vous en valide que 1, soit il vous en valide aucun. Et donc, de toute façon, dans tous les cas, vous aurez une attestation de fin de formation du centre. Et si vous avez le PV avec réussite, vous aurez votre diplôme qui sera de couleur bleue puisqu'il est délivré par le ministère du Travail. Ceux qui sont de couleur jaune sont distribués par le ministère de l'Éducation nationale. Mais ils ont la même valeur sur le marché du travail et je dirais même que les employeurs ont tendance à préférer ces petits diplômes bleus que les jaunes puisque vous avez quand même beaucoup plus normalement de pratique que ceux qui sont en faculté, en université, et qui ont vraiment que des notions théoriques et malheureusement, quand ils sont sur le terrain, en junior et en applicatif, ils ne savent pas toujours obligatoirement mettre en application. Donc, le temps de la formation, il y aura aussi un règlement intérieur, donc dans lequel, où tout mauvais comportement ou comportement déplacé, vous serez convoqué par le staff de bout de formation afin de vous justifier, et ça peut aller, dans des cas extrêmes, jusqu'à la radiation de la formation. Attention, bien sûr, sans indemnité, c'est vous qui êtes fautif là. Tout mauvais comportement sera sanctionné. Bien sûr, pas de musique pendant la classe, c'est pour éviter de perturber la classe. Vu que vous allez être en distanciel, en classe virtuelle, eh ben, vous n'avez pas les transports. Donc, hormis un problème technique de coupure Internet, vous n'avez normalement pas d'excuse de retard. Voilà, il faut vous dire vous êtes en formation comme si vous étiez au travail. Donc, tout retard ou toute absence devra être justifié. Parce que c'est comme si vous étiez au travail. Quand vous êtes en formation, c'est exactement pareil. Il faut bien sûr être à l'écoute du formateur. Si vous êtes carrément en train de faire autre chose que le formateur vous explique, forcément, vous n'allez rien comprendre, vous n'allez pas suivre. Et vous allez faire répéter inutilement le formateur alors que c'est simplement parce que vous n'avez pas été à l'écoute. Très important, ne jamais dire que vous avez compris si ce n'est pas le cas. Si vous mentez qu'à vous-même. Si vous trichez qu'avec vous-même. C'est votre examen, c'est votre diplôme, c'est votre carrière professionnelle. Donc, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, eh bien, il faut le dire au formateur. Il n'y a pas de questions idiotes, seules les réponses peuvent l'être. Vous ne passerez jamais pour une ou un imbécile ou un idiot, je vous assure.
quand on découvre quelque chose, c'est tout à fait normal de ne pas tout capter tout de suite. C'est logique. Bien sûr, aussi, on est dans l'informatique, donc il faut avoir un esprit d'équipe et surtout dans DevOps, puisque vous allez travailler beaucoup avec des développeurs, avec des admin systèmes, des techniciens, etc. Donc il va y avoir besoin de communication, donc on est vraiment dans un esprit d'équipe. Et donc les entreprises, elles ont tendance plutôt à recruter du personnel qui est du savoir-être que du personnel qui a du savoir-faire. Pourquoi? Parce que au début, si vous travaillez en équipe, vous allez pouvoir, bien sûr, si vous travaillez, toujours progresser. Et vous allez pouvoir vous améliorer. Par contre, si vous ne savez pas communiquer avec les autres, eh ben, votre travail va être compliqué et l'échange pour créer une application va être d'autant plus compliqué. Donc c'est pour ça que les entreprises, surtout sur la partie DevOps, on recherche vraiment un esprit d'équipe puisque vous allez travailler souvent en mode projet. Le process. Donc actuellement, on est sur la partie information. Donc là, ici, vous avez téléchargé les plaquettes de formation, plan de formation sur le site. Vous avez une invitation à la réunion d'information. À l'issue de cette réunion d'information, si vous décidez de rentrer en formation chez Bout de Formation, il va falloir valider le dossier, c'est-à-dire qu'il y aura un devis qui va être établi pour votre financeur, que ce soit le financeur aussi bien personnel, donc soit c'est vous-même qui vous payez la formation, le compte CPF, Pôle emploi, Transition Pro, enfin tous les financeurs possibles, la région, la ville. Il y aura bien sûr une convention de formation et les conditions générales de vente. Une fois tout ce dossier validé, donc on vous demandera le CV, d'autres documents administratifs pour pouvoir créer votre dossier et vous inscrire à l'examen. Vous allez entrer en formation. Entrer en formation le 1er juillet. Vous aurez bien sûr un mail qui va vous prévenir de la date, de la classe Zoom sur laquelle vous allez être. Vous aurez le règlement intérieur qu'il faudra lire et si nous retourner signer. Le planning de formation qui est un fil conducteur en vérité. Le planning, c'est pas, on n'est pas obligé de le suivre à la journée près ou à la demi-journée près. C'est vraiment un fil conducteur. On peut être plus ou moins en avance ou en retard. Mais le but, c'est de voir toutes les compétences dans la formation pour que vous puissiez arriver à l'examen avec toutes les connaissances possibles. Bien sûr, chaque semaine, vous devrez faire une feuille d'émargement dans laquelle vous allez signer par demi-journée votre présence, du lundi au vendredi, pour justifier que vous êtes bien en formation. Aussi bien ces justificatifs servent pour vos organismes de formation et pour nous, pour justifier que nous, on vous dispense bien une formation et que on ne vous a pas fait payer une formation et qu'on on la réalise pas. Donc voilà, donc ça a un double intérêt, ces feuilles d'émargement, elles sont très importantes. Donc ça, pendant les 3 mois, vous allez faire ça toutes les semaines. Ensuite va arriver la période de stage. Donc là, il va falloir que vous cherchiez un stage en amont du stage, donc pendant votre formation ou même à partir de assez rapidement chercher un stage. Donc ce stage va se faire en entreprise. Donc il y aura une convention de stage tripartie, donc entre vous, l'entreprise qui vous accueille et le centre de formation. Donc il faut vraiment vous trouver un stage pour vraiment vous mettre dans le métier, connaître tout le métier et ça va vous permettre aussi de remplir votre dossier professionnel et d'agrémenter votre projet que vous allez présenter en examen. Il faudra faire aussi un dossier professionnel, ce qui est un peu le rapport de stage, dans lequel vous allez mettre des compétences que vous n'avez pas obligatoirement mis dans votre projet pour montrer ce que vous êtes capable de faire. Nous, centre d'évaluation, on va faire un livret d'évaluation parce que tout au long de la formation, vous allez être aussi évalué. Donc soit par des évaluations écrites, soit par des évaluations orales. Et donc là, nous, on va faire un livret d'évaluation qui sera remis au jury à l'examen. Vous allez aussi
bien sûr, pendant votre stage, continuez à faire des feuilles d'émargement pour justifier que vous êtes en stage et l'entreprise qui vous accueille devra aussi signer ces feuilles d'émargement pour justifier que vous êtes bien présent au stage. Une fois le stage passé, il y aura la semaine de révision et l'examen. Donc à l'examen, je vous ai déjà expliqué tout ce qui se passait. Donc le jury va regarder votre projet, va vous écouter votre présentation, regarder votre dossier professionnel. Et ça, c'est des documents qui sont obligatoires. Si vous n'avez pas de projet, si vous n'avez pas de PowerPoint, si vous n'avez pas de dossier professionnel, le jury peut ne pas vous écouter tout court et dire il n'y a pas les documents obligatoires à la présentation de l'examen, donc je le refuse. Direct, je le mets refusé. Il faut vraiment, c'est des documents obligatoires et il faut les avoir avec vous le jour d'examen. Ensuite, une fois que le jury aura rempli le procès verbal, le PV, comme je vous ai expliqué, si vous avez réussite ou pas, de toute façon, on enverra une facture à votre organisme financeur pour le coût de votre formation. Vous recevrez l'attestation de fin de formation que je vous ai présentée tout à l'heure. Le diplôme, alors le diplôme, vous le recevrez entre 2 et 3 mois, c'est le délai moyen. Il vous sera envoyé par la poste, par courrier. C'est le ministère du Travail qui vous l'envoie directement par simple lettre. C'est pas un recommandé, hein, c'est pas vraiment par simple lettre. Et c'est 2-3 mois après l'examen. Donc, entre-temps, vous pouvez chercher un emploi. Le procès verbal permet de justifier auprès d'un employeur que vous avez le diplôme, mais il ne vous l'avez pas encore reçu de façon réelle, tactile. Bien sûr, il va falloir qu'on reste en contact puisque nous, on est certifié Calliope. Et comme tout organisme de formation qui se respecte, on doit suivre aussi, on doit vous suivre après la formation. Est-ce que la formation vous a permis et le diplôme vous a permis de décrocher un emploi? Au bout de combien de temps vous l'avez trouvé? Est-ce que vous êtes content de votre emploi? C'est les questionnaires qui habituellement sur toute formation qui se respecte. Voilà. Et nous arrivons à la fin de cette présentation. Donc avant de vous laisser la parole pour d'éventuelles questions, je vais poser la question à Keshne. Est-ce qu'elle a quelque chose à rajouter ou pas sur la partie administrative ou... Keshne n'est pas parmi nous. Ghislain, as-tu quelque chose à rajouter? Oui, comme tu l'expliquais, pendant la formation, il ne faut pas toujours attendre que tout vienne du formateur. Donc, ça veut dire que les parcours de formation auprès de notre organisme sont assez atypiques parce que on vise vraiment le cœur du métier. Donc, du coup, il y aura beaucoup d'explications directes sur la partie pratique et également sur la partie théorique. Donc, derrière, c'est aux stagiaires de consolider tout ça avec ses recherches personnelles, en personnalisant ses supports de cours, en essayant vraiment de s'accaparer de toutes les explications et de tous les supports qui vont lui être fournis pour avoir une version propre à lui qu'il peut interpréter facilement. Donc, 80% d'efforts, c'est pour le stagiaire et 20% d'efforts, normalement, devraient être pour le formateur. Si c'est l'inverse, c'est qu'il y a un problème. Donc, si vous êtes décidé vraiment à travailler dans ce métier, il faut savoir qu'il y a toujours une grosse partie d'efforts personnels sur toute forme de réussite. Donc, nous, on serait ravis que vous soyez parmi nous pour les prochaines sessions et on espère que on va vous compter parmi nos futurs diplômés. Merci Ghislain. Donc sur ce, si vous avez des questions, posez-les, on essaiera d'y répondre, sachant que tout ce qui va être de façon, tout ce qui va être financement, on verra un petit peu plus, vous verrez un peu plus avec Keshne. Alors, je vois que ça, beaucoup de questions, donc vous aurez un seul formateur avec vous pendant tout au long de la formation. Très bonne question. Vous aurez un seul formateur, donc c'est pas un formateur par module. Donc ça, c'est comme ça. Alors aussi, je rebondis ici, ça peut être plusieurs, mais dans la mesure du possible, on essaie de fournir un seul formateur qui maîtrise l'entière partie du programme.
Comme ça, il peut adapter selon l'évolution du programme, en fonction du niveau des stagiaires, de l'évolution tout au long du parcours. Puis la réadaptation peut se faire tout au long et en sachant qu'on peut déplacer des modules, on peut faire des évaluations un peu plus tard, on peut entamer des modules un peu plus tôt ou un peu plus tard. Là, c'est dans le meilleur des cas. Mais dans certains des cas, malheureusement, il y a des formateurs qui ne peuvent pas tout faire. Nous sommes des formateurs, on est spécialisés sur les réseaux et la sécurité. On peut faire tous les modules de A à Z, mais ça ne veut pas dire que tous les formateurs sont aussi qualifiés que nous. Donc, ça peut arriver qu'on sollicite des externes pour des modules spécifiques, pour des spécialisations. Et dans ce cas, on pourrait avoir un ou deux formateurs, voire trois sur une session. Mais on privilégie vraiment le fait que ce soit un formateur qui maîtrise tout le parcours. Voilà. Vous n'aurez pas 36 formateurs, c'est pas un formateur par jour et ça change comme en classe toutes les heures, hein. Essayez quand même de vous laisser un référent le plus possible. Sachant que je ne vous ai pas dit, oui, dans les classes, le maximum, c'est 16 personnes. On ne fait pas de classe supérieure à 16 personnes. Si on a besoin, si on a des demandes supérieures à 16, ben là, on fera 2 sessions simultanées. Dans contenu, il y a combien d'heures devant le module automatisation et partie 1 et partie 2 ensemble? Oui, partie 1 et partie 2 sont ensemble. Automatisé, c'est ensemble et c'est le nombre d'heures. Donc là, cette partie-là, on est à 112 heures. Voilà, pour répondre à la question. Sur quel cloud va faire la majorité des TP? Là, vous allez à peu près peut tous les voir, hein. Faut avoir les notions sur tous les clouds. Donc ça peut être du Azure, du AWS, du Google. Voilà. Vous allez normalement tous les aborder. Alors, vous êtes sur un diplôme, vous n'êtes pas sur des certifications. Attention, sur le cloud, on ne va pas vous faire une préparation à une certif Azure ou une certif AWS. Là, vous êtes en train de décrocher un diplôme pour avoir un emploi, pas pour obtenir des certifications. Ça, c'est une fois qu'on est diplômé, on a un diplôme qu'on peut faire des certifications, donc c'est augmenter un petit peu ses connaissances. Les accès aux VM sera coupés dès la fin de formation. Alors non, les VM, elles ne vont pas être, elles, hébergées obligatoirement et elles ne seront pas coupées, hein. Plus souvent, vos VM seront sur votre PC. Donc vous y aurez accès autant que vous voudrez. Il peut y avoir effectivement des choses hébergées, mais ça restera ouvert juste tout au long de votre formation si on a des plateformes extérieures. Je vous le confirme. Pour CI, ouais, on va travailler sur du GitLab, Jenkins, effectivement, ça sera ces notions-là. Du Circle aussi. Alors, le rapport théorie-pratique. Alors, c'est plutôt 20% de théorie et 80% de pratique. Le but de la formation, c'est vraiment que vous pratiquiez. Sur toutes nos formations, on met en avant vraiment tout ce qui est pratique pour que vous soyez le plus employable, le plus performant quand vous arriverez en entreprise. Dans le module gestion de données, est-ce qu'on va travailler sur des bases de données? Oui, vous allez travailler sur des bases de données. Lesquelles Alors, lesquelles? Là, c'est une bonne question parce que c'est pas moi qui suis le formateur et malheureusement, il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais on le fera sur les bases de données les plus courantes, hein. Ça peut être du MySQL, MariaDB, sur Postgres. Voilà, c'est les bases de données les plus courantes actuellement en entreprise. Y a-t-il un moyen de garder l'accès au projet sur lequel, et même à la fin de la formation, exemple, code source applicatif, les playbooks? Oui, vous aurez tous les moyens et surtout, bah, si vous faites aussi du repository sur GitHub, bah, vous y aurez accès tout le temps sur votre code. Donc vous allez apprendre aussi à faire. Est-ce qu'on peut avoir le CV du formateur? Non. On ne vous fournira pas le CV du formateur. C'est quelque chose, c'est une donnée personnelle. Donc on ne peut pas la fournir à n'importe qui. En tout cas, pas sans son accord. Son profil LinkedIn. Alors vous êtes le premier à le demander, mais s'il en a un.
Bah, il vous le donnera s'il en a envie. Ça reste aussi ces réseaux sociaux, vous pourrez le chercher, mais le CV du formateur, non, désolé, ça, c'est quand même quelque chose de, c'est une donnée personnelle et avec RGPD, la réglementation générale des protections de données, nous, en tant qu'entreprise, on ne peut pas se permettre de ne pas suivre cette réglementation qui fait partie de la sécurité informatique. Là, et puis d'un centre de formation, bien sûr. Je ne suis pas sûr que vous ayez un centre de formation qui vous donne les CV des formateurs. Là, moi, je n'en connais pas. Pour en avoir fait un petit paquet. Ouais, vous serez en formation avec lui, vous pourriez toujours lui demander de se présenter. Nous, par exemple, si vous allez sur Google, vous tapez nos noms tel que sur la présentation, vous allez voir nos infos parce qu'on les a publiés, vous allez voir nos profils LinkedIn et tout ça. Mais vous n'allez voir nos CV nulle part ailleurs. Mais si vous êtes en formation avec un formateur, oui, vous pouvez lui dire, oui, est-ce que vous pouvez vous présenter? Est-ce qu'on a besoin de vous connaître? Quelles sont vos spécialités? À la limite, demander son CV, c'est comme si, voilà, vous doutez un peu de la qualité du formateur ou bien de ses compétences, voilà, l'évaluer sur le terrain. Ou alors vous renseigner, une fois que vous l'aurez sur les yeux, publier les informations personnelles d'un salarié ou d'un prestataire, c'est pas très homologué, on va dire. Donc, Mais on peut vous garantir qu'on essaie d'avoir toujours la meilleure qualité en tant que formateur ou intervenant externe. Donc, nous, on se réserve déjà cette lourde tâche de trouver quelqu'un de qualifié pour assurer les formations. Et derrière, voilà, c'est à vous de juger s'il a été bon ou pas durant la formation. Et nous, on est à l'écoute, il y a des évaluations, il y a des questionnaires pour évaluer les formateurs tous les mois. Donc, nous, on est à l'écoute hein, et de temps en temps, on vous appelle pour savoir votre ressenti sur le suivi, le déroulé de la formation. Donc, on est ouvert à ce que si ça se passe pas bien, que vous puissiez nous prévenir tout de suite pour qu'on puisse mettre les choses en place pour remédier à la situation désagréable. voilà. D'où on met une priorité sur des formateurs qui ont effectivement une expérience professionnelle, pas des personnes qui sortent de la fac, quoi. C'est pas un étudiant de 18 ans ou 19 ans qui va sortir avec son diplôme et qu'on va mettre en tant que formateur. Ça peut vous rassurer. Alors, pour répondre à Fatima, est-ce qu'il y aura une session? Alors oui, la prochaine session c'est en juillet et il y aura une autre session DevOps qui va commencer qui sera aussi en septembre. Le coût de la formation, il est sur le site. Je crois qu'il est de 6 300 et quelques euros de mémoire. Je n'ai plus exactement le coût en tête, mais il est sur les plaquettes que vous téléchargez sur le site. Et effectivement, les examens se déroulent dans notre centre, et on n'a qu'un seul centre qui est à Issy-les-Moulineaux. Vous avez l'adresse. Donc pour le site, pour les plaquettes, vous avez l'adresse ici. Pour toute autre question après la réunion d'information, vous avez soit le numéro de téléphone ou l'adresse mail pour nous contacter. Mais de toute façon, vous allez sur le site www.boutdeformation.com, vous retrouverez tous les éléments, que ce soit l'adresse du centre et les adresses de contact. Voilà. Donc le niveau 6. Alors, le titre nous permet de trouver des postes. Alors, comme je vous ai dit, c'est un G DevOps. C'est pas, il ne faut pas se lier aux termes qu'il y a sur les intitulés des offres d'emploi. Il faut vraiment lire les compétences demandées à l'intérieur, surtout en informatique, les compétences demandées dans l'offre. Et c'est ça qui va correspondre. Des fois, moi j'ai vu des titres d'ingénieur et c'était un simple technicien qui était demandé. Alors que le titre c'était ingénieur. J'ai vu un ingénieur système, alors ce qu'il demandait, c'était un niveau en compétences techniques, c'était un niveau bac, ça suffisait largement. Donc il faut vraiment, dans vos offres d'emploi, aller chercher effectivement les compétences dans les offres. Donc c'est un niveau 6, donc c'est un niveau bac plus 3. Effectivement, sur un ingénieur, on est plutôt sur du bac plus 5. Mais certaines fois, ça peut, ça peut ça peut suffire, hein. Enfin, si vous avez les compétences, un intitulé, après, vous pourrez gérer le salaire, effectivement. Si vous avez les compétences, même si vous n'avez pas le diplôme d'ingé, si vous avez les compétences, il y a des entreprises, bien au contraire, préfèrent avoir quelqu'un qui a
de la pratique, comme je vous ai dit, que quelqu'un qui sort d'un master, mais qui sort de la fac et puis qui sait rien faire en informatique et qui croit tout savoir, mais en vérité, quand il est confronté, bah, ça devient un peu plus compliqué. Voilà. Voilà, donc là j'ai répondu à toutes ces questions. Alors, ouais, bah, si vous avez déjà un diplôme d'ingé dans un autre domaine, c'est pas ce diplôme d'ingé qui vous permettra d'avoir un ingé DevOps, hein. C'est effectivement, plus on monte, plus on a de compétences spécifiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, hein. Tant qu'on pourra, on répondra. Et on est totalement transparent avec vous, on vous cache rien. S'il y a d'autres questions. Alors, nous, on n'est pas obligatoirement DevOps. D'autres, l'informatique est très vague, mais on peut quand même répondre à des questions techniques jusqu'à une certaine limite quand même. S'il y a d'autres questions, tout a été clair. Pas d'autres questions. Si vous n'avez pas d'autres questions, Pour moi, tout est clair. Merci beaucoup. mais de rien, on est là pour ça, c'est une réunion d'information, c'est pour vous informer et répondre à vos questions. De toute façon, on vous retransmettra le replay, hein, donc ce Zoom a été enregistré pour pouvoir reconsulter hein, si vous allez revoir les questions. Du coup, bah, est-ce que Keshne, tu as quelque chose à rajouter ou Ghislain, quelque chose à rajouter? Non, pour moi, tout est bon. Ok, Keshne a un problème de micro, donc on ne pourra pas. Donc, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer cette réunion et on va vous remercier déjà d'être venu à cette réunion d'information et on va vous souhaiter une bonne fin de journée et un bon week-end en espérant que vous inscriviez en juillet. Et après, éventuellement, n'oubliez pas, il y a aussi septembre où on aura de toute façon aussi, on va ouvrir une autre formation. Voilà, donc je vous remercie. Je vous souhaite à Merci tous un beaucoup. bon Bon week-end. week-end. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Merci, bon week-end, au Bon revoir. week-end à tous. Merci.